Euh, je suis ravi d'être là avec vous. N'hésitez pas. Alors, j'aurais bien aimé être sur place avec certains d'entre vous. On est à distance depuis, on commence à avoir l'habitude depuis quelques mois. N'hésitez pas à poser des questions, à même m'interrompre dans le chat ou pendant la présentation. Et je vais passer avec vous à peu près 1 heure pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est une médecine centrée sur l'expérience patient. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est de démystifier ou de justifier l'importance du numérique, des technologies, du digital, du logiciel dans la santé aujourd'hui. Et ce que vous allez voir, c'est que quand je parle santé, je parle évidemment prévention et soins, ce que nous, on connaît tous parce que la particularité dans cette salle et souvent dans le monde, c'est que quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on est tous concernés par la santé, on est tous patients, donc on a tous une certaine expérience et un avis sur la question. Et je vais aussi discuter avec vous du fait que selon moi, la santé, c'est pas simplement le soin et la prévention, c'est aussi la conception, le développement des traitements ou des solutions de diagnostic, donc des médicaments et ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Donc, je vais essayer d'expliquer tout cela. Je suis, euh, je suis biologiste de formation. Donc, j'ai travaillé dans des industries pharmaceutiques pour développer des médicaments. Depuis quelques années, maintenant, je travaille chez Dassault Systèmes, mais je suis pas là pour parler de Dassault Systèmes, qui est donc on est un éditeur de logiciels. Et mon travail, c'est d'accompagner des, euh, des fabricants de médicaments, des fabricants de dispositifs médicaux, des hôpitaux pour accomplir leur mission. Et la raison pour laquelle je vous montre cette première photo, c'est pour vous permettre de prendre conscience de la diversité des technologies lorsqu'on parle de santé. Donc, même si depuis quelques mois, on entend beaucoup parler de vaccins en santé, vous savez bien que le monde de la santé où le problème médical, les problèmes médicaux sont résolus par des technologies différentes. Alors sur cet écran, vous voyez des choses qui sont d'ordre chimique ou biologique. Donc on voit une molécule, un anticorps en haut à droite, ou en tout cas sa représentation virtuelle. Vous voyez des dispositifs médicaux qui peuvent être gros ou petits, certains qui servent à diagnostiquer ce que vous voyez, donc pas à soigner. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est un séquenceur ADN qui est à peu près de la taille d'une clé USB, donc ce qu'on appelle un laboratoire portable ou un mini sequencer. Vous avez aussi des dispositifs médicaux qui peuvent être très compliqués, comme ce qu'on voit en haut à gauche, qui est le robot Da Vinci, qui est un robot de précision chirurgicale. Et vous avez des dispositifs qui peuvent être invasifs, comme les stents qu'on voit en bas à droite, ou des prothèses parfois assez modernes, comme celle du patient qui est au milieu. Donc les technologies, c'est de l'électronique, c'est de la mécanique, c'est de la biologie, de la chimie, de la fluidique. Il y a énormément de choses, de plus en plus du logiciel. Et finalement, ce qui compte, c'est pas tellement la techno qu'on utilise, mais c'est le fait que l'objectif de tous ces fabricants et de tous ces soignants, c'est d'améliorer, prévenir ou sauver des vies. Et vous le savez bien, quand vous allez chez un médecin ou que vous avez par exemple un problème au cœur, vous n'allez pas chercher un produit particulier. Qu'on vous donne un médicament, qu'on vous prescrive un médicament, qu'on vous propose un dispositif médical qui peut être un pacemaker ou simplement qu'on vous prescrive du repos ou un massage, ce qui compte pour vous, c'est ce qu'on appelle le bénéfice patient. Les, en anglais, c'est les outcomes. On parle d'outcome-based medicine. Donc, c'est la capacité à être soigné, l'expérience patient. Et vous savez tous aussi que le patient est de plus en plus exigeant car il se sent concerné par sa propre santé. Tout ça pour vous dire que toutes les compétences techniques d'ingénierie, de biologie, de logiciel, sont nécessaires dans ce monde de la santé. Et ce monde de la santé, de plus en plus, n'est pas réservé aux médecins, aux pharmaciens aux ingénieurs biotech dans la conception des solutions médicales. Et nous allons voir que
le digital, le logiciel est un des outils mis à disposition dans cette industrie pour innover. Et cette industrie a une certaine chance, c'est qu'elle bénéficie à la fois d'innovations, je dirais, technologiques que l'on connaît partout, hein, le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, l'Internet, qui ne sont absolument pas spécifiques à la santé. Mais en plus, il y a une autre révolution qui existe et qui est plus presque propre à la, à la, à la santé, qui est la démocratisation du séquençage ADN, les techniques immunologiques. Donc il y a cette double avalanche de nouvelles technologies qui a permis et qui va permettre de faire émerger énormément de technologies dans les prochaines années. Et le digital est l'une de ces, euh, de ces ressources pour développer. Alors, bon, excusez-moi sur le fait que mes diapositives sont en anglais, mais je vais les commenter en français. Et puis, de toute façon, c'est l'esprit général qui compte et vous allez suivre. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est essayer de vous faire prendre conscience de ce qu'on appelle l'expérience patient et de ce que attend un patient. Je vous ai dit tout à l'heure que un patient était de plus en plus exigeant. Donc, quand on dit exigeant, c'est pas simplement sur le goût du médicament qu'il va avaler, mais il se sent concerné à plusieurs titres. Et on est ici dans une audience internationale, et on verra que d'ailleurs ces attentes et cette expérience patient peut être, il y a beaucoup de points communs, mais elle peut être différente d'un pays à l'autre. Par exemple, avoir des attentes sur le coût du traitement, c'est des choses qui sont moins importantes traditionnellement en France que dans d'autres pays, parce que la couverture santé est plus importante. Néanmoins, il paraît évident que dans le monde entier, une couverture universelle et une couverture santé pour tout le monde fait partie des attentes importantes. Et il y a d'autres attentes qui sont clés. Donc, les plus connues dont on entend parler le plus souvent sont prévenir au lieu de guérir. Pourquoi guérir si on peut prévenir? Donc, c'est la médecine préventive. On attend de son médecin qu'il soit pour nous un conseiller santé, ce qui va aussi avec la prévention. On veut aussi qu'aucune décision nous concernant, ne soit prise sans nous informer. C'est ce qu'on appelle l'éducation du patient. Et on souhaite aussi que notre parcours de soins, notre parcours de santé soit continu. On ne voit plus ça comme quelque chose d'épisodique. On veut qu'on soit suivi dans la durée. Ce qui veut dire, donc c'est le continu cette journée qui est ici, que la médecine ne s'exerce plus seulement, comme je dis, entre les quatre murs de l'hôpital. C'est quelque chose qu'on veut avoir avec soi tous les jours. Pourquoi se déplacer dans un hôpital alors qu'on peut être soigné ou monitoré à distance? Ce qui a amené l'émergence d'un besoin d'avoir un suivi, un monitoring continu. Alors, quand je parle d'un monitoring continu du patient, c'est évidemment pas pour avoir, je dirais, des gadgets de montres connectées pour quelqu'un qui n'est pas malade. Alors, il y a beaucoup de business autour de ça et c'est très bien, mais le monitoring continu en santé, c'est plutôt une expérience que vous avez tous vécue. Vous avez un problème cardiaque, ou peu importe, vous prenez rendez-vous chez le médecin. Et puis, quand vous allez chez le médecin, une semaine, parfois un mois après, vous lui dites, eh ben, j'avais ce problème, il vous ausculte, et puis il dit, ben, je vois rien, ou j'entends rien. Et, et vous savez bien que pourtant, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, ce suivi continu et cette capacité d'être capable de mesurer de l'information pour donner à son médecin des informations pertinentes, c'est clé. Et on a aussi une tendance qui rentre de plus en plus dans ce domaine-là de la santé pour les industriels pharma et du dispositif médical, c'est faire rentrer quelque chose qui n'est traditionnellement pas dans le domaine de la santé et du médicament, qui est le bien-être, la santé, la nourriture personnalisée. Plus on va vers le domaine de la prévention et avant le traitement, plus on commence à se dire, eh ben, mon cours de yoga, une nourriture saine, euh,
ça impacte ma santé. Et donc, il y a énormément de discussions là-dessus sur des industriels pharma qui disent, si je veux prévenir, plutôt que vendre des médicaments, si je veux prévenir quelque chose, pourquoi je n'investirais pas dans un suivi, un coaching de nourriture et de santé. Et les régulateurs qui remboursent les traitements commencent à se dire, donc aujourd'hui, c'est plutôt les sociétés de remboursement, les payeurs privés, ça se développe énormément aux États-Unis, qui vont fournir avec les mutuelles et les assurances des coachs santé, des coachs bien-être, des coachs nourriture, parce qu'ils ont remarqué que s'ils investissaient là-dedans, les dépenses de santé étaient diminuées. Donc, en prenant toutes ces attentes de l'expérience patient, ce qu'on observe, c'est que l'entreprise qui développe une solution, ce que j'appelle une solution thérapeutique, donc une solution de diagnostic ou un médicament, finalement, n'est plus simplement à se dire je vais faire une molécule ou je vais faire un produit d'ingénierie qui est un dispositif médical. Et de plus en plus, si on part de ce qu'on appelle des besoins patients inassouvis et qu'on essaye de mesurer l'expérience patient et les bénéfices santé, on se retrouve à combiner des technologies ensemble. Et donc, ce que j'ai essayé de dessiner à droite, c'est une combinaison de thérapie moléculaire, donc de molécules, avec des dispositifs médicaux, parfois avec des logiciels et parfois des services. Un exemple que vous avez probablement tous expérimenté récemment, aujourd'hui, en ce moment, dans beaucoup de pays, quand on veut lutter contre la Covid-19 avec le vaccin, cette solution, c'est un mix du vaccin en lui-même, et donc on a vu une innovation avec les vaccins ARN messager pour une grande partie d'entre nous, mais il faut aussi un outil d'injection, hein, donc qui est assez simple dans le cas du vaccin, c'est une seringue, mais on aurait pu imaginer que cette injection se fasse sans médecin à la maison seul, et donc on aurait pu inventer des dispositifs médicaux un petit peu plus complexes, ce qui a été envisagé à un moment, mais qui a posé des problèmes parce que vous avez entendu dire qu'il y avait cette chaîne du froid à respecter dans la distribution, donc on n'a pas pu emmener les vaccins directement chez nous. Euh, Ce traitement n'a un sens limité s'il n'est pas accompagné d'une solution digitale. En France, on a ce pass sanitaire sur smartphone. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Et évidemment, ça vient avec un service, donc un service de santé, puisqu'il faut des médecins pour faire des prescriptions, des infirmiers ou du personnel médical pour faire les injections. Et de plus en plus, les industriels qui développent des solutions essayent de packager tout ceci dans une solution. Donc, on ne part plus, et ces industriels ne sont plus à se dire je vais faire une molécule, ils réfléchissent et l'exemple, on l'a dans l'exemple du Covid, c'est on veut lutter contre le Covid, on ne veut pas nécessairement faire un vaccin. Si quelqu'un avait trouvé une meilleure solution pour qu'un vaccin et qu'une molécule pour lutter contre cette maladie, ça aurait été résolu de cette façon-là. Du coup, c'est ce qui secoue un petit peu tous ces industriels dans ce monde-là. Mais le problème, c'est que la complexité s'accroît pour ces gens-là. Et, euh, ils essayent de régler une équation. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est ce qui les empêche de dormir la nuit. Et moi, quand je parle avec des dirigeants de sociétés de taille diverses, petites ou grosses dans ce monde-là, en fait, ils ont ces 7 questions qui reviennent tout le temps. C'est-à-dire que d'un côté, ils se disent, pour faire ces solutions complexes, j'ai besoin, et pour faire ce qu'on appelle de la médecine de précision, j'ai besoin de comprendre beaucoup mieux les attentes du patient et le fonctionnement de la maladie. Donc, vraiment, ils viennent voir, ils se disent, et vous me voyez venir, on va discuter de comment on utilise le digital pour ça, c'est euh, comment je peux utiliser le digital pour améliorer ma compréhension de la maladie et des besoins patients. Ensuite, ils ont bien compris que la compétition et l'attente du patient étaient fortes, et donc il fallait qu'ils améliorent le confort, l'usage pour l'utilisateur final. Alors là, je dis volontairement utilisateur final parce que c'est pas forcément que le patient. Quand on rentre dans ce monde de la nourriture saine, de la prévention,
on touche aussi le citoyen en bonne santé et on touche aussi le médecin, le personnel de santé. Certains des dispositifs médicaux qu'ils essayent de développer sont pas finalement pour le patient, mais sont plutôt pour le médecin. D'autre part, si on fait des offres basées sur la valeur et sur le traitement, il faut être capable de démontrer la valeur aux régulateurs et à ceux qui payent et aux patients. On l'a bien vu aussi avec ce vaccin depuis quelques mois. Les vaccins qui fonctionnaient moins bien que les autres n'ont pas été achetés dans les différents pays et ceux qui fonctionnent mieux sont beaucoup plus vendus, quitte à attendre que les autres. D'autre part, ils ont des contraintes purement, je dirais, plus opérationnelles, c'est-à-dire que la compétition est rude et ils essayent d'utiliser le digital pour prendre de meilleures décisions plus rapidement, pour améliorer leur agilité, leur productivité au long de toutes les étapes. Nous sommes dans un monde où la fabrication et l'arrivée et la mise sur le marché d'une nouvelle solution thérapeutique est très long. Peut-être pas aussi long qu'une fusée ou un avion, mais j'imagine que vous avez entendu dire que le temps moyen de développement d'un médicament, c'est 12 ans, enfin, c'est 11,6 ans, les dernières études. Et pour un dispositif médical, ça va dépendre, mais on n'est pas sur des solutions qui se développent en quelques mois. Et de plus en plus, pour balancer et équilibrer les risques, ces sociétés, et pour, je dirais, tirer le meilleur de toutes ces technologies qu'ils ont besoin de, de gérer, toutes ces sociétés collaborent. Alors, je parle de sociétés, mais elles collaborent dans le monde de la santé. Vous allez avoir des géants de l'industrie pharmaceutique qui collaborent avec des géants du logiciel, qui collaborent avec des hôpitaux, qui collaborent avec des réseaux de médecins, qui collaborent avec des sociétés qui gèrent les essais cliniques, qui collaborent avec des laboratoires académiques, avec des gouvernements. Donc, on a ce qu'on appelle un réseau de valeur qui est énorme, qui est diversifié et dans lequel il est très important de pouvoir collaborer. Et l'une des façons de gagner du temps ou l'une des raisons pour laquelle ces solutions arrivent sur le marché en 10 ans ou plus, c'est qu'il y a énormément d'échanges. Donc, étonnamment, plus les technologies et, grandissent et le champ des technologies s'accroît, plus les collaborations sont importantes. Là encore, ces industriels, ces réseaux, ces hôpitaux s'appuient sur le digital pour appuyer cette collaboration. Et évidemment, s'il y a une industrie dans laquelle la qualité n'est pas, je dirais, négociable, c'est c'est euh, c'est la santé. Et, euh, j'utilise moi ce terme de qualité totale parce que, évidemment, la qualité ultime est une utopie, puisque par définition, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui travaillent dans le monde de la qualité, mais la qualité inclut l'amélioration continue. Donc, par nature, je dirais, on ne peut jamais, on peut toujours s'améliorer en qualité, on ne peut jamais atteindre le Graal ultime. Donc, c'est une quête de qualité totale, même si on sait qu'on ne va jamais, on peut toujours mieux faire. Mais ce qui est important, c'est de montrer comment et comment on peut expliquer à ces gens-là que la qualité ne doit pas être vue comme une contrainte de mon directeur qualité qui me dit il faut documenter, il faut vérifier les choses, une contrainte du régulateur qui dit si c'est pas bien, je vais venir vous inspecter, je pourrais fermer votre usine. Mais aujourd'hui, notamment grâce à la donnée et au numérique, on peut enlever toutes les tâches pénibles de la qualité et se servir de toutes ces informations et notamment la capture des événements, je dirais, améliorables qu'on peut avoir, venant d'un patient, venant d'une chaîne de fabrication, venant du savoir qu'on a sorti d'un essai clinique, pour se donner des axes d'amélioration sur la qualité. Donc,
vraiment ces 7 points qui guident je dirais les CEO, les dirigeants, les patrons d'hôpitaux, les ministres qui travaillent sur ces sujets. Et je vais maintenant illustrer un tout petit peu un exemple de cette complexité et je vais essayer de vous expliquer comment le digital peut aider. Et donc pour cela, je vais prendre un exemple parmi d'autres qui est une histoire de la révolution en oncologie, en cancer, d'immunothérapie. Donc je vais vous expliquer ça de manière relativement vulgarisé et simple. Je pense que malheureusement, vous avez tous été confrontés de près ou de loin à la problématique du cancer. On connaît tous ce que c'est. On sait, donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est que les traitements du cancer ont fait des progrès importants je dirais les 50 dernières années. Depuis quelques années, il y a toujours des progrès à faire, mais ça s'améliore énormément. Et ce que vous savez du traitement contre le cancer, c'est que assez souvent, il s'agit d'une lutte qui dure plusieurs mois. Donc, on n'est pas sur une maladie chronique ni sur un traitement très ponctuel, mais c'est important de comprendre que dans l'expérience patient, c'est sur un traitement de 6 mois à un an. Et vous connaissez tous la chimiothérapie, qui est, moi, ce que j'appelle en tant que biologiste, une guerre contre les cellules cancéreuses et qui est un bombardement massif. Donc, la chimiothérapie, on veut tuer le plus possible de cellules cancéreuses. Donc, on envoie des molécules chimiques qui tuent beaucoup de choses, les cellules cancéreuses, mais malheureusement, beaucoup d'autres cellules, donc énormément d'effets indésirables, comme vous le savez. Et on est vraiment dans une expérience patient qui n'est pas idéale, vous pouvez l'imaginer. Depuis quelques années est arrivée l'immunothérapie, qui est contrairement à la chimiothérapie, qui sont des molécules chimiques, qui sont des molécules biologiques, avec un process de fabrication un petit peu différent, mais qui ont surtout une grande particularité, c'est qu'elles sont très spécifiques. Donc c'est ce que j'appelle le sniper contre la cellule, et donc il va aller cibler, reconnaître une partie et seulement une partie de la cellule cancéreuse. Donc l'avantage, c'est que quand ça marche, euh, c'est hyper efficace et ça a très peu, voire beaucoup moins d'effets indésirables. La particularité, c'est que c'est une médecine qu'on appelle de précision et que ça va pas marcher sur toutes les familles et tous les types de cancers. Donc, je vais pas vous faire un cours d'immunothérapie ici, mais je vais vous raconter je vais vous parler d'un sujet particulier sur ces immunothérapies. Ce sont des médicaments qui existent sous forme liquide et souvent assez visqueuse. Donc, le principe, c'est que quand on invente ces immunothérapies, donc là, on est sur un modèle qui est un double anticorps, donc la partie bleue et la partie euh, euh, jaunes que vous voyez vont aller reconnaître, sont comme deux clés qui vont rentrer dans une serrure à la surface d'une cellule impliquée dans le cancer, dans un type de cancer du cerveau. Et cette molécule, si on la fabrique, elle va être liquide et relativement visqueuse. Donc, on va devoir injecter au patient à peu près 10 millilitres de médicaments liquide, donc avec une seringue, mais c'est tellement visqueux qui fait que si je devais vous l'injecter avec une seringue, l'injection prendrait à peu près 30 à 40 minutes. Donc on ne peut pas demander à un infirmier, une infirmière de venir chez quelqu'un et de faire une injection. Du coup, conséquence sur ce genre de médicament, même s'il y a moins d'effets indésirables, même si c'est beaucoup plus efficace, on demande toujours aux patients de venir à l'hôpital et donc ça coûte, ça prend du temps, c'est inconfortable et ça coûte de l'argent, puisque pour une injection de 30 minutes, un patient va se déplacer. Dans certains pays, ça coûte cher et ça prend du temps de se déplacer pour rester une demi-journée à l'hôpital. Donc certains ont pensé, ne pourrait-on pas déplacer l'injection de ce médicament, donc visqueux, qui ne peut pas avoir lieu avec une seringue,
au niveau de la maison. Et donc, certains inventent ce qu'on appelle des injecteurs à large, portables à large volume. Donc, l'exemple que vous voyez ici, la patiente va à l'hôpital, on ne voit pas très bien sous son bras, mais il y a un petit patch qui est avec une seringue qui est collée à son bras et qui rentre dans la veine. Et tous les 21 jours, au moment de son injection, elle reçoit une boîte dans laquelle il y a un injecteur qui est la partie haute que vous voyez ici, qui contient un moteur, une pompe et une partie logicielle. Et cette patiente va enclencher la cartouche, un peu sur le modèle des cartouches de café, et pouvoir ensuite brancher l'injecteur et la cartouche au niveau de son bras sur le patch, appuyer sur le bouton play, et l'injection va avoir lieu pendant 40 minutes. Donc, ce produit tel que vous le voyez ici n'existe pas. Il existe des produits de ce type chez des sociétés comme Novartis, Amgen, GSK qui ont de plus en plus d'injecteurs avec leurs médicaments. Je pense que certains d'entre vous, vous connaissez aussi des inhaleurs pour notamment ceux qui sont asthmatiques ou qui ont des enfants asthmatiques. Vous savez qu'il y a des dispositifs médicaux qui servent à délivrer des médicaments et qu'on en a de plus en plus. Mais maintenant, il existe des injecteurs très, très, très riches et très modernes avec du logiciel, avec de l'électronique, avec de la fluidique. Et vous pouvez imaginer à quel point ce modèle que vous voyez ici est riche. Alors, celui-là, il n'existe pas parce que c'est quelque chose que j'ai créé avec mon équipe, mais on l'a créé comme un modèle virtuel. On l'a entièrement créé en digital, ce qui fait que même l'image que vous voyez ici est fausse. Hein. C'est un concept et on dispose de ce jumeau numérique virtuel parce que ce que l'on veut montrer aux industriels dans ce monde-là, c'est que si vous voulez imaginer et produire une solution comme ça, on ne se réveille pas un matin en se disant tiens, si je faisais un injecteur, il faut innover. Innover à plusieurs, il faut innover à nous quand on a créé cet outil-là. On a fait de l'analyse de compétition, on a contacté des patients pour essayer de voir leurs attentes, on a recherché les tendances, on a travaillé avec des médecins, avec des designers, avec des pharmaciens pour que tout ça soit possible. Donc c'est ce qu'on appelle de l'innovation collaborative et le digital peut nous aider là-dessus. Ensuite, il faut développer, concevoir, simuler le médicament pour qu'il fonctionne. Seulement après, on rentre dans le design, le développement du dispositif médical, et je reviendrai un petit peu dessus. Et ensuite, il faut prévoir sa fabrication, parce que rien ne sert de concevoir et d'imaginer un produit aussi innovant soit-il, si il n'est pas possible de le fabriquer, ou si c'est beaucoup trop cher pour le fabriquer. Là encore, on se doute bien tous que si le vaccin Covid avait pris des jours à fabriquer pour chacune des doses et s'il avait coûté des milliers d'euros par dose, ça n'aurait pas été possible de continuer de vacciner la planète entière. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que nous, on a conçu un jumeau numérique de ce dispositif et je vais vous expliquer, donc pour l'instant, je vous ai parlé de digital, je vous ai parlé de l'aide du digital et j'aimerais vous amener sur un sujet qu'on appelle le jumeau numérique. Et moi, ce que j'aime bien faire, au-delà de ces mots software et digital, c'est d'expliquer le monde dans lequel on rentre, qui est le monde du jumeau numérique. Et donc, qu'est-ce que c'est que le jumeau numérique? J'ai mis quelques petites images ici. Ça peut sembler un peu de la science-fiction et un monde évidemment virtuel. C'est une copie d'un monde réel, mais de manière virtuelle, mais qui sert à quelque chose, qui n'est pas là pour remplacer le réel, mais qui est là pour optimiser, anticiper, accompagner le réel. Et le meilleur exemple que j'ai de vous citer de jumeau numérique, c'est un jumeau numérique que probablement vous utilisez presque tous les jours, c'est le GPS que vous avez
dans votre voiture, sur votre moto, sur votre vélo, ou que vous utilisez pour votre rando à pied. Donc, je ne sais pas si vous utilisez Waze, Google Maps ou Maps de Apple, mais ce sont des jumeaux numériques. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, comme moi, il y a quelques années, je dirais il y a une quinzaine d'années, vous avez peut-être vu arriver ces CD-ROM ou ces cartes numériques de la route, de France, du Sénégal, de n'importe où, et vous avez eu l'impression de passer au numérique. Et ça vous servait parce que vous aviez moins de papier. En même temps, c'était quand même relativement limité parce que moi, je sais que si je regardais et si je demandais à mon logiciel, à mon CD-ROM ou même à quelques sites web il y a quelques années, il y a 15 ans, de me calculer le trajet pour aller de chez moi dans la banlieue parisienne à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il m'indiquait le chemin, mais premièrement, il me disait qu'il fallait 30 minutes pour faire le trajet et je savais très bien qu'avec les embouteillages, c'était plutôt 2 heures. Mais lui, il n'était pas au courant de ça. Et puis en plus, la carte n'était pas une copie de la réalité parce que la carte n'avait aucune idée de savoir s'il y avait des travaux, s'il y avait des embouteillages ou ce genre de choses. Et maintenant, on se rend compte, donc on se servait de ces jumeaux, de ces informations numériques de cartes. Et on avait l'impression de faire des choses plutôt bien, mais la réalité, c'est qu'on s'en servait un peu. Alors que maintenant, le GPS, même quand vous allez au bureau et que vous faites le trajet que vous connaissez tous les jours, beaucoup d'entre nous, on utilise le GPS alors qu'on connaît déjà le chemin. Et en fait, on se rend compte que ce GPS nous sert absolument pas à remplacer le réel. On a toujours notre voiture, on conduit toujours, mais il nous sert à accompagner. On s'en sert avant le voyage pour prévoir le trajet, avant de partir en vacances, ou pour vérifier à quelle heure on va partir, pendant qu'on voyage, parce qu'il va nous permettre d'adapter notre voyage et de changer un peu la direction qu'on prend, et même après le voyage, puisque moi, Waze, le lundi matin, me dit à 7h30, il est l'heure de partir. J'ai remarqué que vous partiez tous les jours à 7h30, vous êtes en retard. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Waze est capable de faire ça? En fait, Waze dispose d'une copie de la ville, de la route ou de la terre. Et ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas une copie qui représente à la réalité, dans le sens, c'est pas, on s'en fiche de la couleur de la route, on s'en fiche des maisons qu'il y a à côté. Ce que Waze ou ce que Google Maps fait, c'est qu'il sait, il a un modèle de la route. C'est qu'il sait qu'une route est limitée à 90 km/h, à 50 km/h. Il sait quel est le comportement qu'une voiture va avoir sur cette route. Il est capable de savoir où il y a des intersections, où il y a. Donc on est capable de simuler quelque chose, mais de simuler de, de la façon dont ça se réalise dans le réel. Et c'est ça un modèle, un jumeau numérique, c'est quelque chose qui est un jumeau qui se comporte de la même façon que le monde réel. Et ce n'est pas, moi j'aime bien dire, ce n'est pas ce que c'est. Donc quand je vous montre un jumeau numérique d'une molécule ou un jumeau numérique d'un dispositif médical, je m'en fiche qu'il ressemble visuellement. Ce n'est pas ce qu'il est qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait et comment il se comporte. Et encore une fois, un GPS dans votre voiture, vous voyez qu'en plus, il se met à jour tout seul, puisque les embouteillages, la circulation, les autres GPS connectés sont capables d'adapter le modèle. Il y a aussi quelque chose qui est très important avec l'exemple des GPS de voiture, c'est que souvent les gens disent oui, mais un modèle numérique pour un patient, pour un dispositif, c'est une utopie. J'arriverai jamais à faire un modèle de l'intégralité du corps humain ou de l'intégralité enfin, d'un hôpital ou quelque chose comme ça, parce que c'est trop. Il y a trop de choses à faire. Le corps humain est trop complexe, mais on n'a pas besoin de faire des jumeaux numériques complets pour s'en servir. Vous pouvez conduire à Paris avec le jumeau numérique par Waze de Paris sans avoir le jumeau numérique de Dakar, de Ziguinchor, d'une autre ville dans le monde. On a besoin simplement de modéliser une certaine partie. Et en santé, c'est pareil. Si je vous modélise le fonctionnement, si je fais le jumeau numérique d'une cellule cancéreuse, j'ai pas besoin d'avoir investigué le jumeau numérique d'une cellule, enfin, du diabète ou d'autres choses. Alors, en santé, qu'est-ce que c'est et quels sont les exemples et ces morceaux de jumeaux numériques dont on dispose? Alors, on dispose de jumeaux numériques de patients, soit des organes, soit du génome, soit des fonctionnements de maladies. On dispose de jumeaux numériques du produit, hein, donc le dispositif médical, le médicament, donc ça peut être
simplement savoir de quoi il est fait, quels sont les ingrédients que j'ai utilisés, quels sont les matériaux que j'ai utilisés, comment je les ai assemblés. Donc, c'est vraiment une maquette de ce produit. Mais on dispose aussi du jumeau numérique de ce qu'on appelle les procédés ou les recettes de fabrication. C'est énormément utilisé dans l'industrie pharmaceutique, ces jumeaux numériques. C'est qu'on peut représenter, et donc là vraiment il y a une analogie avec le voyage que vous faites avec votre voiture et, euh, et, euh, et Waze, c'est qu'on peut euh, modéliser les étapes de fabrication d'un médicament. Il faut vraiment voir ça comme une recette de cuisine. On est capable de, si vous maîtrisez une recette de cuisine chez vous, et si on commence à vous dire que ces recettes, elles prennent des mois à être effectuées, et que vous avez envie d'effectuer dans votre cuisine des dizaines de recettes par jour et optimiser le process, à un moment, intellectuellement, c'est plus possible d'optimiser votre cuisine. Vous allez avoir besoin de jumeaux numériques pour faire ce qu'on appelle des what-if scénarios, donc tester des chemins. Vous vous dites, ah, mais si je faisais cette étape avant cette étape, qu'est-ce que ça ferait? Et donc, des jumeaux numériques de process, donc des étapes du process, des équipements utilisés des attentes sont nécessaires. Et enfin, on dispose aussi, et c'est l'un des domaines probablement où c'est le plus avancé, c'est des jumeaux numériques de physique. Alors là, j'ai mis plant pour usine parce que j'aime bien parler du jumeau les 4 P, plant, process, product, patient. Mais en réalité, c'est des jumeaux numériques de bâtiments, donc d'hôpitaux pour faire de la circulation, notamment dans les services d'urgence des patients, d'optimisation dans les usines, de circulation des échantillons, par exemple pour éviter les contaminations, ou ce qui est aussi très tendance, de la simulation et de l'optimisation de flux d'énergie pour réduire la pollution et la consommation de ces usines. Vous savez sans doute que l'industrie pharmaceutique et chimique est très polluante. Voilà. Et les 4 domaines sont intimement liés. Et ce que je vous propose, c'est vous montrer quelques exemples. Donc, je vais passer sur 4 exemples de jumeaux numériques. Donc, je vais vous montrer des exemples de jumeaux numériques de produits, des jumeaux numériques de patients, des jumeaux numériques de process et des jumeaux numériques de bâtiments ou d'usines. Et après ça, on pourra probablement discuter. Je prendrai vos questions. Alors, les jumeaux numériques de molécules. Alors là, c'est une petite vidéo qui tourne en boucle. Vous ne vous attachez pas exactement à tout ce que vous voyez, mais je vais vous montrer c'est un projet basé sur l'intelligence artificielle qui se base non pas sur le jumeau numérique d'un médicament, mais sur le jumeau numérique de millions de molécules et de millions de médicaments. Donc, ce qu'a fait la société qui a fait cette vidéo, c'est que elle a transformé la façon dont ils font des découvertes de médicaments. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec la création de médicaments, mais globalement, on a ce qu'on appelle un pipeline. Donc, on part de candidats médicaments. Souvent, on part de centaines, de milliers, voire de dizaines de milliers de molécules et qui vont être, on parle de screening dans un labo, on va tester des médicaments en fonction de ces caractéristiques pour voir si, un petit peu par hasard au départ, si on n'a pas des molécules qui peuvent répondre à un certain besoin. Donc ça, c'est ce qui se fait depuis, je dirais, 40, 50, 60 ans dans des laboratoires. C'est coûteux et ça fait perdre du temps. Ce qu'a fait cette société, c'est qu'elle a défini les attentes, donc la cible, et les attentes patients, donc ce qu'on appelle la toxicité, la solubilité attendue des médicaments, et elle a utilisé l'intelligence artificielle pour passer en revue des modèles de molécules que l'on avait pour créer, alors pas remplacer complètement les tests dans le laboratoire, mais présélectionner passer de dizaines de milliers à quelques centaines de médicaments qui vont être testés ensuite au laboratoire. Et ce qui est très important, c'est de prendre en compte que ce lien avec le laboratoire est clé et critique. C'est-à-dire que même si on a un jumeau numérique de ces molécules, c'est une
Personnellement, moi je pense que c'est utopique d'imaginer que l'intelligence artificielle, le numérique, puisse trouver le bon médicament tout seul. En fait, ces modèles d'apprentissage et ces modèles numériques vont s'enrichir par le biais des expériences. C'est vraiment, donc, c'est une sorte de cercle vertueux, de boucle virtuelle et vertueuse qui enrichit le modèle. Encore une fois, exactement comme le modèle Waze que vous avez, où votre modèle, il est pertinent, mais heureusement qu'il est enrichi par ce qu'on appelle les données du monde réel. Et c'est une tendance très forte en data science en santé, c'est la capacité à connecter à partir grâce au digital, des données du monde réel, donc là des données qui viennent du laboratoire, de vraies expériences, pour affiner le modèle et permettre l'apprentissage. Donc ça, c'est un premier exemple de jumeaux numériques, c'est un jumeau numérique de molécules et même d'une librairie de molécules. Le deuxième exemple de jumeau numérique, c'est le jumeau numérique de ce IASO, ce dispositif dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va mettre de côté la drogue qui est sur le médicament qui est sur la droite, et je vous ai parlé de ce dispositif qui est sur la gauche. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est comment quelqu'un crée un jumeau numérique de ce modèle, de ce dispositif, pour le développer. Donc, ce que vous voyez, j'espère que c'est pas trop petit à l'écran, c'est que tout part d'exigences, hein, donc de requirement en anglais. Donc au départ, il y a des attentes, on sait ce qu'on veut, ce que le produit soit, et évidemment en numérique, et ça existe depuis 30 ans, avec des outils de CAD, ici SolidWorks, mais il y en a plein d'autres. Il y a des designers, des ingénieurs qui développent la forme d'un produit. Mais finalement, c'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est que derrière la forme du produit, il y a quelqu'un qui modélise le comportement. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, le comportement, c'est visuellement schématisé ici, c'est qu'il y a une batterie qui modélise. Je vais faire juste une petite pause parce que j'étais un peu vite. Il y a, il y a une batterie qui alimente un moteur. Ce moteur doit aller faire tourner une pompe qui elle-même prélève dans une cartouche de la drogue de manière pressurisée. Et finalement, moi, en tant que professionnel de cette industrie, je m'en fiche de la forme et de l'aspect visuel de ce produit. Ce que je veux, c'est que le médicament soit injecté et sans erreur. J'ai pas très envie que ce soit comme mon smartphone et qu'il passe de 50% à 10% de batterie en 2 minutes. On veut être sûr, on a, on veut prendre zéro risque, on veut que ça fonctionne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise non pas la forme du produit, mais ce qu'il est censé faire. Et une fois qu'on a modélisé tout ce qu'il est censé faire et tout ce qu'il est en fonction des exigences, alors on a un modèle et alors on peut faire des simulations. Donc, il y a des simulations relativement simples, donc sur un jumeau virtuel, hein, donc ce qui me fait gagner du temps parce que je peux automatiser ces simulations, je peux en faire beaucoup plus, donc je peux faire évidemment des tests. Là, ce sont des tests de chute. Donc, je peux vérifier que mon produit est, euh, est, euh, est solide. Et je vous parle d'automatisation, ce que font les gens à partir de ces modèles. Moi, je travaille avec une société qui fait des stylos d'injection d'insuline. Et ils ont finalement des tests manuels. Ils en ont 1000 sur le développement d'un stylo d'injection. Et ils faisaient 1000 tests dans un labo à la main. Donc forcément, ça coûte cher et ça prend du temps. Donc ils le font une fois pour un device. Avec des outils comme ça, ils vont automatiser avec un workflow tous ces tests en numérique et ils ne vont plus faire que 5, 6 tests en laboratoire. Donc ça, c'est des tests de chute. Il faut caractériser les matériaux, les formes. Je dirais, c'est un peu comme les crash tests de voiture, c'est relativement, ça existe depuis un petit peu plus longtemps. L'autre chose qui est un peu plus récente, c'est, donc vous imaginez, là j'ai zoomé dans ce dispositif et je vous ai dit à l'intérieur il y avait une pompe, hein, il y a un moteur qu'on voit ici avec une pompe qui fait l'injection. Il y a quelque temps, l'ingénieur, le designer, il aurait créé sa pompe en disant, ben, moi je veux un tube en silicone et un diamètre de temps. Maintenant, ce qui est fait, c'est comme on a le modèle, en fait, on va
faire de la CFD, donc c'est de la simulation fluidique. Donc on va lancer des simulations de fluide et d'injection en fonction de la viscosité, de la densité et des caractéristiques du liquide qu'on injecte et des caractéristiques possibles de la pompe. Donc elle peut être en néoprène, elle peut être en plastique et différents diamètres. Et finalement, ce n'est pas l'ingénieur qui va choisir le diamètre et le matériau de la pompe, c'est plusieurs simulations qui sont faites et qui vont guider les prochaines étapes de développement. C'est ce qu'on appelle du euh, design basé sur la simulation. Si vous voulez, c'est un peu comme si je disais, au lieu de dessiner une chaise qui a 4 pieds, c'est je mets des exigences et je dis, je veux être sûr que cette chaise porte le poids de quelqu'un qui fait 100 kilos et que même si on se balance, on ne tombe pas et que le système seul vous dise, ah, mais C'était à Agoville, près de 10 ans. alors je sais pas, je suis pas sûr que c'était des questions, donc je vais continuer. J'espère que vous m'entendez toujours. Euh, Donc, on va pouvoir faire des résultats de simulation et guider le développement à partir de ça. Et dans les simulations encore plus avancées qu'on peut faire, on peut simuler, par exemple, des modèles de peau. Donc là, mon système fonctionne avec un patch et du scotch. On est capable de simuler l'effet de la colle et on est aussi capable de simuler l'effet des ondes électromagnétiques puisque mon dispositif, il dispose dans cet exemple d'une antenne Bluetooth, d'une antenne Wi-Fi, on est capable de vérifier et de simuler l'effet de ces ondes électromagnétiques pour qu'évidemment ça fonctionne avec le smartphone dans cet exemple, mais aussi parce qu'on est dans la santé, on veut vérifier que les ondes électromagnétiques n'ont pas un effet négatif sur le patient. Ce serait dommage de soigner le cancer et de détruire les tissus pour d'autres raisons, juste parce qu'on voulait connecter un smartphone. Donc ça, c'est un exemple de modèle et de jumeau numérique du dispositif. Alors, le jumeau numérique du process et du procédé, c'est un petit peu plus difficile de le représenter visuellement parce que c'est essentiellement des choses qui sont ce qu'on appelle en data science. Mais l'idée, donc ce que vous voyez à gauche, c'est un ensemble d'étapes. Donc là, c'est des captures d'écran d'un logiciel qui fait ça. C'est principalement utilisé dans des domaines de fabrication à forte où il y a énormément de variabilité. Donc, en gros, quand vous fabriquez un médicament, qu'on fait de la chimie, donc du paracétamol ou des médicaments qu'on connaît tous, on peut reproduire et souvent depuis des années, ces fabricants, ils fabriquent à peu près de la même façon et a priori d'un lot à l'autre, il y a assez peu de variabilité. S'il n'y a pas d'erreur, ça marche plutôt bien. Par contre, il y a des domaines dans ce qu'on appelle la biologie où on fait, si je simplifie, on va faire pousser des cultures cellulaires, ben, ça ne marche pas tout le temps de la même façon. Et encore pire, vous avez entendu parler probablement de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique, où là, non seulement on est dans des process biologiques difficiles à maîtriser, mais en plus, la thérapie cellulaire, c'est que on prend une cellule, ou la thérapie génique, on prend une cellule d'un patient et on va la modifier pour la réinjecter. Ce qui fait que la matière première qu'on utilise est différente d'un médicament à l'autre. C'est vraiment un médicament différent à chaque fois. Et pourtant, il faut le fabriquer en routine et alors peut-être pas en énorme quantité, mais en grande quantité. Donc, on a une variabilité très forte. Donc, ce que font les gens dans ce moment-là, ils vont créer un modèle numérique des étapes. Donc là, vous voyez, on a des cultures, on a de la fermentation, on a de la clarification, on a du filtre. Donc c'est de la filtration, donc c'est vraiment des étapes de cuisine qui sont réelles, qui en plus ont des paramètres. Donc là, vous pouvez voir que il va y avoir du temps, il va y avoir des mesures de pH, il va y avoir des périodes de rétention, il va y avoir des mesures de concentration. Donc il y a des tests qui sont soit des tests de contrôle, soit des étapes de réalisation. Et on est capable de mesurer énormément d'informations. Donc on va remonter des infos en temps réel sur ce qui se passe. Et donc la plupart des usines pharma maintenant ont une capacité d'agrégation des données. Et ce que vont faire ces outils, ces jumeaux numériques de process, c'est qu'ils vont contextualiser ces données dans le contexte du jumeau numérique du process. Ce qui va nous permettre
là encore, de faire ce qu'on appelle alors je pense qu'on dit compréhension de process en français, mais c'est ce que l'industrie pharma appelle du process understanding ou du quality by design. Donc, c'est de l'avancée des process basés sur les prédictions de qualité. Et on va être capable de prédire ou de comprendre la raison d'un problème. Donc là, le jumeau numérique me sert à comprendre quelque chose. L'exemple pour illustrer ceci, c'est donc quand vous faites un médicament, vous faites du contrôle qualité. Vous mesurez la température, vous mesurez le pH, vous mesurez les produits qui rentrent sur votre ligne, vous prélevez des tests. Et votre produit sort seulement si tous les tests sont verts et donc vous avez passé tout le contrôle qualité. Il arrive parfois que vous avez fait tous vos tests qualité, tous vos tests sont OK, mais le produit qui sort de la ligne à la fin, il a une mauvaise tête, il ne marche pas, et vous voyez que vous ne comprenez pas parce que tous les tests sont OK, pourtant le produit n'est manifestement pas bon. Encore une fois, c'est ce que vous avez fait dans votre cuisine. Hein. Vous faites un gâteau, vous avez suivi à la lettre toutes les étapes, vous avez tout vérifié comme on dit, et à la fin, le gâteau, il n'est pas bon ou, euh, ou brûlé, et vous ne comprenez pas pourquoi. Avec un modèle virtuel des processus et une acquisition des données en temps réel, le système est capable de dire pour vous. Alors, il ne vous dira pas le problème vient de là, mais il vous dira oui, vous avez tout fait bon, mais je remarque qu'il y a quelque chose que vous ne mesuriez pas, et la différence entre vos process qui fonctionnent bien et les process qui ne fonctionnent pas bien, c'est par exemple depuis, et c'est un cas qui arrive souvent, que vous avez fait la maintenance de la climatisation. Et donc, c'est peut-être pas le problème, mais je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé dans votre climatisation, et peut-être que la contamination vient de là. Et certains industriels maintenant vont encore un peu plus loin, c'est-à-dire que ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle une courbe de tendance. Quand les petits points noirs qu'on a sont entre la limite basse rouge et la limite hausse, tout va bien. Et il y en a deux qui sont en bas ici, et donc les lots qu'on a eu, ces deux-là, ils n'ont pas pu être validés parce qu'on était en dessous de la limite basse. Et maintenant, on fait de la détection de tendance, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi attendre ce lot-là pour, pour savoir que c'est faux, alors que manifestement, on a vu une descente, et a priori, dans les 2 jours avant, on aurait dû être capable de dire, je ne sais pas pourquoi, mais si ça continue, dans X jours, vous ne serez pas bon. Donc pourquoi fabriquer un batch qui n'est pas bon? Enfin, un batch, c'est un lot. Un lot, vous devriez adapter. Et donc là, c'est exactement le modèle de Waze qui dit, vous êtes en train d'avancer et je vous propose de prendre une autre route pour éviter l'embouteillage ou l'accident. Donc c'est ça les jumeaux numériques. Et enfin, le dernier exemple que je vais vous montrer de jumeaux numériques, c'est le jumeau numérique alors, c'est pas exactement un bâtiment. Ce que je vais vous montrer, c'est une chaîne de fabrication. Mais en fait, on a les mêmes jumeaux numériques quand on fait un robot chirurgical, quand on fait une salle d'opération ou dans un hôpital. Mais donc, c'est vraiment le jumeau numérique d'un équipement donc d'une grosse machine. Et ce que souvent, dans ce monde-là, dans le domaine de la santé, et je vous ai parlé du fait qu'il y avait énormément de collaboration, l'équipement est pratiquement tout le temps fabriqué sur mesure. Donc, il est spécifique, mais il n'est jamais fabriqué par l'industriel pharma, par l'hôpital. Et ces gens-là écrivent, listent des exigences en disant, moi, je veux une machine. Et donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est une machine qui est capable de remplir des seringues pour mettre le vaccin dedans et qui va dire, moi, mes exigences, et vous faites comme vous voulez, mais je veux être capable. Et c'est une chose que vous pouvez bien comprendre, encore une fois, avec les exigences Covid-19, même si ce n'était pas des seringues pré-remplies, je veux être capable de remplir 200 seringues par minute. Et vous le faites comme vous voulez. Le problème, c'est qu'avec ces produits visqueux, c'est pas simple parce que ça peut exploser, ça peut mal remplir, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des bulles d'air capturées. Donc, c'est assez technique et assez scientifique de faire ça. Donc, souvent, ils donnent juste les requirements et pendant X mois, il y a un fabricant d'équipement qui va fabriquer quelque chose. Mais vous allez pouvoir seulement X mois après le recevoir dans votre usine et seulement commencer à vérifier que ça fonctionne bien et ce qu'on appelle les phases
de validation et de qualification de l'équipement prennent souvent plusieurs mois et vous n'aurez le droit de l'utiliser avec un patient ou pour produire seulement quand ça s'est fait. Et ça, c'est un frein à l'innovation énorme. Donc, ce que certains essayent de faire, c'est créer des jumeaux virtuels de cette ligne de production pour être capable de dire est-ce que, et si je pouvais commencer, au lieu d'attendre ce moment-là pour obtenir ma machine, former mes opérateurs et faire des tests, ne pourrais-je pas commencer à travailler sur un modèle virtuel de ma machine avant qu'elle existe vraiment? Et donc, c'est ce que je vous montre un petit peu dans cette vidéo. Qui va arriver, où là, ce qui se passe, c'est que notre industriel ici, il a modélisé le fonctionnement de la machine, et avec le modèle et le jumeau numérique du fonctionnement de la machine, il est capable de simuler le remplissage de la seringue. Et le problème que l'on a sur cette seringue et avec cet industriel-là, c'est que son produit visqueux, s'il le remplissait trop vite, trop lentement, il perdait de l'argent. Trop vite, il capturait des bulles d'air et les bulles d'air après étaient injectées aux patients. Donc c'était problématique. Donc il a testé en simulation fluidique en fonction de la qualité du verre sur la seringue et la viscosité du produit, à quelle vitesse il fallait idéalement remplir les seringues. Il a identifié les conditions de remplissage optimum de la chaîne. Donc, une fois que les conditions optimales de remplissage et les vitesses ont été faites, alors ils ont optimisé la partie d'ingénierie de la machine et donc, ils ont créé un modèle virtuel vraiment de la chaîne de remplissage et ils ont pu simuler. Donc ce qu'on voit à droite là avec cet indicateur, c'est on fait des cycles de remplissage et on augmente les vitesses de remplissage et on est capable de vérifier, de faire ce qu'on appelle des tests usines, mais de manière virtuelle. Et après, encore plus loin, le problématique de ces gens-là, c'est que finalement, la partie remplissage, c'est pas la partie qui dure le plus de temps. On remplit très vite, mais à chaque fois qu'on veut lancer un cycle de remplissage, il y a énormément de phases de nettoyage, de calibration et de phases humaines. Et on est capable de modéliser, moi, ce que j'appelle la danse, dans ce que vous voyez ici en vert sur l'écran, c'est le chemin que font les différents opérateurs. Et on est dans un monde où on a des problèmes de contamination. Quand on nettoie, il faut éviter que celui qui part avec les déchets croise celui qui amène les matériaux ou les consommables propres. Et avec ce jumeau numérique, on peut non seulement simuler le déplacement des opérateurs et définir quel est le meilleur déplacement pour préserver la santé du patient, encore plus dans une salle d'opération. Mais en plus, on peut former les opérateurs pour les entraîner à répéter des tâches sans qu'ils aient besoin d'aller dans l'usine, sans qu'ils aient besoin d'avoir cette machine qui est disponible, et donc sans arrêter la production. Et je vais finir avec le dernier exemple de jumeaux numériques, qui est celui-là vraiment moderne, qui est le jumeau numérique de population. Donc, essai clinique, vous savez, et maintenant, ce qui est bien avec Covid, c'est que tout le monde sait ce que c'est qu'un essai clinique. Donc, quand on veut mettre un médicament sur le marché, on le teste, on doit le tester dans différents tests, étapes cliniques, des tests de sécurité, des tests d'efficacité et des tests à grande échelle. Et vous savez aussi que on a besoin pour vérifier l'efficacité d'un médicament et sa sécurité, de le comparer par rapport à soit un placebo, donc soit par rapport à aucun traitement, soit par rapport à un médicament de référence. Donc, par exemple, le vaccin Covid, il a été testé par rapport à des gens qui n'avaient pas d'injection de vaccin. Donc, on regarde s'il y a une différence significative entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Quand on fait des traitements contre le cancer, évidemment, comme on prend des patients malades, on ne va pas dire à des gens, mais vous êtes une population test, on ne vous donne rien, on vous donne un placebo et les autres, on teste un médicament. En fait, la réalité, c'est que il y a une population qui prend le traitement de référence et une autre qui prend le nouveau traitement. Il n'empêche que ces populations de référence, qu'on appelle des populations contrôle, sont nécessaires d'un point de vue statistique, mais
problématique d'un point de vue éthique et d'un point de vue santé publique, parce qu'on donne à des gens, et si nous, on est patient et qu'on tombe dans l'essai clinique et qu'on est dans je dirais, le bras placebo et qu'on est malade, on se dit, mais il n'y a aucune chance que je sois guéri, donc c'est quand même pas terrible. Du coup, certains commencent à penser à créer ce qu'on appelle, donc les essais cliniques, on parle de cohortes et on parle de bras d'expérience. Donc, on va avoir un bras, donc une série de patients qui va avoir la dose 1 du médicament, un autre bras, la dose 2, et celui qui sert de contrôle, on appelle ça un bras de contrôle. Et donc, c'est control arm en anglais. Et la FDA, donc l'autorité de santé et de régulation américaine, a autorisé, il y a à peu près un peu plus d'un an, en octobre 2020, le premier bras de contrôle synthétique. Donc synthétique, c'est virtuel. Et donc dans cet essai, fait par alors c'est pas une société, c'est une fondation, hein, Medicena, ils ont la population de contrôle était une population virtuelle. Les patients, il n'y a aucun patient qui existe et qui a reçu le traitement de référence ou le placebo. On a créé un jumeau numérique de cette population en se basant sur la connaissance de l'ensemble des milliers d'essais cliniques qui existent déjà. Donc ça pose un gros problème scientifique parce qu'il faut arriver à valider l'approche. Mais j'imagine que vous comprenez à quel point c'est innovant et à quel point ça pourrait avoir un impact en santé publique pour les patients concernés et pour la rapidité et le coût de développement. L'échantillon statistique, vous avez entendu dire hein, pendant la crise du Covid, non seulement la plupart des autres développements de médicaments se sont arrêtés parce qu'on ne pouvait plus recruter de patients dans les essais cliniques parce que personne ne pouvait aller à l'hôpital. Et deuxièmement, quand on veut faire un bras de contrôle statistiquement significatif pour un vaccin comme le Covid, vu la taille de l'échantillon, il faut des milliers et des milliers de patients placebo. Donc c'est compliqué et ça coûte très cher. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour la discussion. Comme je vous ai parlé un peu de la FDA, je voulais vous montrer ce slide. Alors eux, ils utilisent le terme de simulation. Moi, je pense que c'est l'impact du digital dans le domaine de la santé. Mais c'est pour vous montrer. Donc, je vous encourage à aller lire les articles de cette personne qui s'appelle Tina Morrison. Son nom est en bas, qui a changé de job depuis. Donc, elle n'est plus elle est en charge de toute la simulation pour la FDA et elle explique très très bien tout ce que l'on peut, tous les types de jumeaux numériques que l'on peut faire en santé, donc que ce soit le patient, l'anatomie, le dispositif médical, le fonctionnement, la physiologie, la toxicologie, la chimie, et même simuler des essais cliniques pour des systèmes d'imagerie, c'est vraiment passionnant. Un jour, la FDA parle même du fait qu'ils vont créer des patients virtuels et de manière totale, pas simplement dans des essais cliniques ou des organes, mais ils financent des projets qui ont tendance à vouloir créer des avatars ou des copies complètes de jumeaux virtuels. Et je vais finir par deux types de simulations que nous, on a fait chez Dassault Systèmes et qui sont aussi relativement originales. C'est qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux en France qui ont utilisé des simulations de fluide, hein, donc de circulation de l'air, les mêmes méthodes de simulation que celles qu'il y a quand on fait des développements d'avions, de voitures ou de bateaux avec de la simulation de flux, mais pour optimiser et déterminer la contamination par les particules aérosols dans le cas de Covid. Et donc, ils ont réussi à optimiser et dégager des pièces grâce à de la simulation comme ça et réduire les risques d'exposition au Covid. Donc, c'est assez intéressant, comme quoi la crise a aussi fait avancer certaines technologies. Et l'autre, c'est une société française qui s'appelle Urgo, que vous connaissez probablement pour leur pansement, qui est
une jolie société française qui notamment s'est lancée enfin, fait depuis quelques années beaucoup de produits pour les grands brûlés et qui s'est lancée dans la création de peaux artificielles, donc qui sont considérés comme des dispositifs médicaux, mais au lieu de faire des prothèses, des plâtres ou des stents, eux, ils font de la peau artificielle pour soigner les plaies graves des grands brûlés. Et pour développer cette peau, ils travaillent avec nous, Dassault Systèmes, pour ne pas inventer cette peau depuis rien, mais la créer à partir de modèles artificiels de peau. Donc j'espère que dans quelques années, il y aura des jumeaux numériques de peau qui permettront pratiquement de cultiver ou d'imprimer une peau de synthèse, une peau artificielle pour un grand brûlé après un accident ou une guerre. Voilà, ça je vais passer là-dessus parce que c'est une sorte de conclusion. Et je termine avec ça avant de prendre vos questions en vous disant que je vous ai parlé de digital, mais personnellement, moi je suis biologiste, j'ai travaillé longtemps dans un labo et je veux que vous reteniez quelque chose de très important, c'est quand on vous parle de digital, quand on vous parle de monde virtuel, ce n'est en aucun cas pour remplacer les vrais médicaments, le vrai médecin, le vrai dispositif médical et le traitement, c'est vraiment pour améliorer notre vie à nous en tant que patient et personnellement, j'espère que vous ferez pareil, mettez de côté si vous n'êtes pas capable de relier du digital et du virtuel à un acte réel et un vrai acte de soin, je vous conseille de passer votre chemin. Et je suis à votre disposition pour les questions maintenant ou plus tard, par email ou par n'importe quel autre moyen de contact. Merci, Monsieur Kerboul, pour ce très bel exposé. Vous nous avez expliqué en détail tout l'intérêt du jumeau numérique dans le domaine de la santé. Gérard Rouquayrol, dans son introduction hier, en avait parlé, mais beaucoup moins que vous, et avec beaucoup moins de détails. On voit bien ça, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a dans l'assistance quelqu'un qui veut prendre la parole? Je ne vois rien. Il y a une question. En haut. Non, je pense que c'est probablement la question d'avant. Bonjour à tous, merci pour cette belle présentation sur le projet M-Diabète. Non, c'était la question d'avant. Oui. Écoutez, je pense qu'il faut que nos amis digèrent un petit peu, parce que vous avez apporté énormément d'informations. Vous nous avez donné votre adresse email, donc j'espère que vous aurez des demandes directes. N'hésitez pas. Comment vous voyez, moi je suis intéressé à ces sujets depuis fort longtemps, comment vous voyez le développement de ce type de jumeaux numériques dans l'industrie pharmaceutique? Vous avez un gros succès dans vos approches auprès des majors, je suppose? Alors, je pense qu'il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est de dire que je pense que ces domaines ont été explorés, peut-être sous d'autres noms. Des gens parlaient d'intelligence artificielle, donc il y a plein de noms. Je pense que moi, j'ai intitulé ma présentation sur l'impact du numérique. Après, je parle des jumeaux virtuels. Mais le message, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre que le digital, l'informatique n'est plus maintenant juste une commodité et quelque chose, un peu comme son email. Il faut qu'on construise son développement et qu'on l'inclue dans l'innovation. Les pharma ont sauté enfin, étaient des chimistes, ont sauté sur la biologie et commencent à s'approprier des technologies. Il ne faut pas que l'informatique et que l'IT, que le digital soit la cinquième roue du carrosse avec des personnes qui gèrent à la fois la sauvegarde des données, les emails et la science. Donc, certains commencent à s'approprier ceci. On voit de plus en plus de Chief Digital Officer ou ce genre de choses et on s'éloigne des solutions un peu gadgets qui ont fleuri avec la révolution du numérique, on va dire, ces 10 dernières années.
Donc maintenant que cette première étape est passée, les industriels se focalisent sur des vraies attentes et des vrais besoins. Donc, ils ne cherchent plus, je veux utiliser l'intelligence artificielle, je veux faire quelque chose comme ça. Ils disent, moi, mon problème, c'est, par exemple, j'ai trop de patients dans mes essais cliniques et ça me coûte trop cher. Et la solution peut aussi bien être, j'externalise et je fais faire mes essais par quelqu'un d'autre, ou j'utilise un bras synthétique de contrôle. Mais c'est pas un choix au départ en disant, tiens, j'ai envie de faire quelque chose en digital. Donc c'est ce qu'on observe. Donc de plus en plus, les projets sont centrés sur la valeur attendue à la fin plutôt que sur la technologie, qui rend un peu la chose intéressante parce qu'il y a c'est mesurable à la fin. Très bien. Écoutez, j'aimerais vous rencontrer à Paris. Avec plaisir. Parce qu'on a quelques idées à la fondation de l'Académie que j'ai l'honneur de présider et j'aimerais venir vous en voir comment vous réagissez. Avec grand Et- plaisir. Très bien. Écoutez, merci encore à tous les assistants. C'est vrai qu'il se fait un petit peu tard. Nous avons démarré hier matin et ça fait 2 jours que tout le monde est devant son écran. Donc je suppose que vous êtes un petit peu fatigués. Je crois que tous les sujets qu'on a abordés rentraient bien dans ce concept de frontière de l'ingénierie qu'on a voulu vous exposer. On est à la frange, je dirais, de l'innovation la plus récente sur les 2 thèmes qu'on a regardés depuis 2 jours. Et vous avez là certainement une bonne source pour ceux qui font de l'enseignement de quelques bases qui permettraient d'éclairer vos étudiants. Pour ceux qui sont en entreprise, quelques idées qui peuvent vous aider à faire des propositions sur des approches numériques dans les domaines qui vous concernent. Encore une fois, vous avez les adresses de tous les intervenants. Nous allons maintenant mettre sur YouTube, peut-être pas l'ensemble des 2 jours, personne ne regardera les 2 jours sur YouTube, mais on va essayer de sortir la substantifique moelle de ce qu'on a entendu et on vous en préviendra bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, on va, avec l'Institut Fouette-Boigny, vous envoyer un petit questionnaire pour savoir comment vous avez reçu les éléments qu'on vous a apportés. S'il vous plaît, répondez-y parce que c'est la meilleure façon pour progresser. Et on espère vous revoir l'année prochaine ou l'année d'après sur d'autres thèmes. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt peut-être.